Bonjour tout le monde, bienvenue sur les routes du monde. Aujourd'hui, on vous invite à une présentation spéciale sur le Japon avec Pierre Mathieu. Peut-être que plusieurs d'entre vous le connaissent. C'est notre ami, c'est notre conférencier sur le Japon, c'est aussi notre collaborateur et le créateur aussi du circuit Japon que l'on fait depuis quelques années maintenant. Alors, Pierre a choisi aujourd'hui de vous parler des superstitions au Japon. Il y en a beaucoup et lorsqu'on fait nos circuits, d'ailleurs, nos voyageurs ont toujours beaucoup de questions sur justement pourquoi les Japonais font ci ou cela, ou pourquoi ils mettent des petites boucles là, puis pourquoi il y a un petit renard, puis pourquoi il y a un petit chat, puis enfin, il y en a une multitude. Et Pierre, comme il a vécu 13 ans au Japon et c'est sa passion, le Japon, donc le voici pour vous raconter les superstitions du Japon. Merci Marie. Aujourd'hui, je vais vous parler des superstitions au Japon. C'est évidemment pas le seul pays du monde où il y a des superstitions, il y en a à peu près dans tous les pays, mais c'est particulièrement important en Asie, donc aussi au Japon. Il y a de nombreuses superstitions et toute personne qui a voyagé au Japon a été confrontée d'une manière ou d'une autre à certaines de ces superstitions-là, souvent sans le savoir. Par exemple, à n'importe quelle visite d'un temple ou d'un sanctuaire, comme on peut voir sur cette image, on voit des petits bouts de papier qui sont attachés, souvent sur des pins. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des horoscopes divinatoires dans lesquels les gens vont se faire prédire leur avenir. Et si ce qui est prédit ne leur plaît pas, ils vont faire une petite boucle, ils vont l'attacher, et très souvent dans un pain. Pourquoi dans un pain? Parce qu'en japonais, le mot pour pain, c'est matsu. C'est aussi le même mot pour attendre. Donc, l'idée qui s'est développée au Japon, c'était que si on avait une mauvaise fortune qui était annoncée, si on l'attache dans un pain, ça va prendre du temps avant que ça se déclare. Donc, quand on se promène dans les temples, il y a toutes sortes de choses qui sont reliées à ces croyances-là, à ces superstitions. Par exemple, des animaux, entre guillemets, magiques, des renards, par exemple, des petites statues qui représentent un dieu, Jizo, qui est le dieu des enfants, mais qui est aussi notre dieu, quand on est au Japon, le dieu des voyageurs. Il y a aussi des arbres sacrés. On les reconnaît facilement avec cette grosse corde-là qui a tout le tour de l'arbre. Ça représente un dieu. En japonais, on dit un kami. Un dieu qui a été comme emprisonné dans l'arbre, ce qui nous permet de le vénérer, de le prier. D'ailleurs, kami, c'est un mot que tout le monde connaît. Pourquoi? Kamikaze. Qu'est-ce que ça voulait dire, kamikaze? Kaze, c'est le vent des dieux. C'est ce qui avait sauvé le Japon de l'invasion des Mongols il y a très longtemps. Et en 1945, les Japonais avaient espéré que ces avions-là qui se tiraient sur les porte-avions américains joueraient le même rôle de kamikaze. On sait l'histoire, évidemment, on le sait que ça n'a pas fonctionné. Il y a aussi des pierres sacrées, même chose, qui protègent un kami. Et souvent, ces pierres-là ou ces arbres-là ont une capacité à régler certains problèmes, comme par exemple, régler les maux de dos. Et c'est assez drôle de voir la filée de Japonais qui vont aller flatter la pierre et qui vont se flatter le dos en espérant que ça va régler. Et mes voyageurs faisaient la même chose. Ceux qui avaient des maux de dos faisaient la file. Évidemment, ça paraît drôle de penser que des croyances comme ça existent encore dans le Japon moderne. C'est un pays qui est très moderne. Je vous raconte une petite anecdote qui va vous montrer quelle est la relation que les Japonais ont avec ce genre de croyances-là. Je vous montre un petit objet, ça s'appelle un ema. Et un ema, à l'endos, on peut écrire un souhait. Donc, il y a un de mes amis japonais un jour qui me dit « J'ai un examen important demain, il faut que j'aille au sanctuaire pour demander de réussir mon examen. » Donc, je me rends au sanctuaire avec lui, un peu surpris, on fait tout ça, et après, je lui dis « Mais écoute, comment ça se fait que tu vas faire cette demande-là alors que tu me dis tout le temps que tu ne crois pas à ces niaiseries-là? » Et là, il me regarde avec un petit sourire en coin et il dit « je prends pas de chance. » Ça résume bien la mentalité des Japonais devant ces superstitions-là. Fait qu'ici, vous avez un exemple de gens qui ont demandé toutes sortes de choses sur des ema. Il y a aussi ces talismans-là, je vous en montre un,
talisman qu'on vend, évidemment, c'est un truc que nous, on avait l'équivalent, les médailles. Donc, c'est un truc que les sanctuaires ont pour faire de l'argent. Il y en a un que j'ai acheté quand j'étais au Japon, sur lequel ça disait conduite sécuritaire. L'idée, c'était qu'on accroche ça après son miroir dans son auto. Et quand j'ai changé d'automobile, ben, j'ai pris soin de prendre mon talisman et de le mettre dans la nouvelle auto. Et j'ai jamais eu d'accident. Donc, moi aussi, je pense que j'ai été influencé par les croyances japonaises. J'y crois pas, mais je prends pas de chance. Il y a un endroit au Japon que j'aime particulièrement, que je qualifie comme étant magique. Ça s'appelle Koyasan. C'est le centre bouddhiste le plus important du Japon. Et à Koyasan, il y a un cimetière qui fait presque 1 kilomètre de long, où on retrouve des cèdres japonais majestueux, 200 000 tombes. C'est un des endroits qu'on visite avec nos groupes. C'est un endroit qui plaît toujours aux voyageurs parce qu'il y a toutes sortes de choses dans ce lieu-là. Entre autres, pour retourner à notre sujet, beaucoup de superstitions. Et c'est particulièrement magique le soir se promener avec les lanternes qui sont allumées. Parmi les superstitions qu'on y retrouve, dans cette petite cage de bois-là, il y a une pierre qui s'appelle un miroku. Et vous voyez, il y a un petit trou au centre. On place son bras à l'intérieur et selon la légende, dépendant de la personne qui essaie de soulever la pierre sera plus ou moins lourde. Si on est une mauvaise personne, la pierre est très, très lourde. Puis si on est une bonne personne, la pierre est très légère. Donc, c'est facile de la prendre, de la monter et de la mettre en haut sur une tablette. Moi, j'ai réussi à la monter. Je connais quelques personnes qui peut-être auraient de la difficulté à la monter. Il y a une autre superstition qui est très particulière aussi. Il y en a plein dans ce cimetière-là. C'est un puits. La légende dit que si on regarde dans le puits et qu'on voit notre visage, il n'y aura pas de problème, mais que si on ne voit pas notre visage, ça veut dire qu'on va mourir dans les 3 prochaines années. La dernière fois que j'étais au Japon, pendant que j'étais face à ce puits-là, il y avait une jeune japonaise qui criait « Kawaii, kawaii, kawaii ». Ça veut dire « j'ai peur, j'ai peur ». Sa mère lui disait d'aller voir dans le puits. Elle n'a jamais voulu aller voir. Donc, les superstitions liées à la mort, bien, évidemment, il y en a de nombreuses. Et une chose qui peut surprendre quand on prend un ascenseur au Japon, c'est de s'apercevoir qu'il n'y a pas le chiffre 4. Très souvent, il n'y a pas de 4. Pourquoi? Parce que le mot pour 4 en japonais, ça se dit « shi » et c'est aussi le mot pour mort. Donc, c'est un mot qui porte malchance, donc on ne fera pas de 4e étage très souvent. C'est encore pire, le chiffre 42, parce que 42, ça se dit « shi ni » et « ni » ça veut dire « vers », donc vers la mort. Donc, ordinairement, on ne verra pas de plaque d'auto avec le chiffre 42 inclus dans les numéros parce que ça, c'est vraiment de la grande malchance. Les riz. Si jamais vous êtes dans un restaurant au Japon et qu'à un moment donné, vous plantez vos baguettes de riz dans le riz comme on voit sur l'image, bien, vous pouvez être sûr que s'il y a un Japonais qui passe proche et qui voit ça, il va pogner vos baguettes et il va les enlever de là et il va vous dire « Faites pas ça, faites pas ça ». Pourquoi? Parce que quand les gens sont décédés, on leur offre du riz et on plante les baguettes comme ça pour que le défunt puisse manger le riz. Donc, la bonne façon, ben, c'est de les mettre par-dessus ou à côté du bol. Sinon, c'est un signe de mort. Kimono, la façon dont on porte les kimonos. Du côté des hommes, il n'y a pas de danger de se tromper. Mais les femmes, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais au Québec, les hommes et les femmes, on n'attache pas une veste, par exemple, du même côté. Et au Japon, la façon de le faire, les hommes et les femmes le font de la même façon. Et si on le fait de l'autre côté, ben, c'est la façon dont on va attacher le kimono pour une personne qui est décédée. Petite anecdote encore, évidemment, j'avertissais toujours mes groupes de faire attention, les femmes, de la façon dont ils attachaient le kimono. Et à un moment donné, j'ai oublié de le faire. Et il y a une dame qui arrive à la salle à manger et qui dit « Je me suis fait agresser par une vieille japonaise. Elle a commencé à me déshabiller, puis elle criait des affaires. » Et là, je me suis dit « J'ai oublié de lui dire. » Elle avait attaché son kimono du mauvais côté, ce qui était évidemment, encore une fois, un signe de mort. Un autre signe qui peut amener la mort, c'est la direction dans laquelle on se couche. En japonais, on dit « kita makura », se placer la tête vers le nord.
Quand ce sont les Japonais qui vont mettre les futons dans votre chambre, comme c'est souvent le cas quand on va dans les ryokans, il n'y a pas de danger de se tromper, mais il faut vraiment, selon les croyances japonaises, faire attention du côté où on place sa tête. Encore une fois, et sans que je croie à ça, j'avoue que je faisais attention de mettre dans la bonne direction. Il y a une fête au Japon qui est très particulière, qui s'appelle Obon. Qu'est-ce que c'est Obon? Ce sont les âmes des défunts qui descendent sur la terre. Ça se passe, ça, à la mi-août. Et à ce moment-là, les Japonais retournent dans leur village pour faire des offrandes, pour vénérer les défunts. Et quand on se promène dans un cimetière, c'est très particulier parce qu'on va donner aux défunts les aliments ou les boissons qu'il aimait quand il était vivant. Et on voit toutes sortes de trucs. Des fois, c'est drôle. Il y a de la bière, il y a du saké, il y a du whisky et différents types d'aliments. Cette fête-là est aussi très spectaculaire dans beaucoup d'endroits au Japon parce que pendant les nuits qui précèdent la fin d'Obon, ben, il y a des danses qui sont organisées. Je vous montre une petite vidéo qui va vous montrer un peu là, qu'est-ce que ça a l'air que c'est. Quand la fête se termine, évidemment, il faut que les esprits retournent dans l'univers des esprits. Et à ce moment-là, on fait des feux. Celui-là, qui est très spectaculaire, se passe à Kyoto. C'est un immense feu en forme, c'est le caractère japonais qui veut dire grand. Et le feu est allumé pour diriger les esprits vers le monde des esprits. C'est une fête qui est très spectaculaire, qui est très belle parce que les montagnes autour de Kyoto sont illuminées comme ça. Une autre anecdote, celle-là se passe, ça faisait à peu près 1 an et demi que j'étais au Japon. Donc, c'est important de préciser ça parce que je parlais japonais, mais j'étais quand même encore un débutant, c'est-à-dire que j'avais certaines lacunes. Et le grand-père de ma copine japonaise, Keiko, est décédé. Et évidemment, on va aux funérailles. Et après ça, il y a un repas. Et c'est pour ça que je vous montre des tempura. C'est ce qu'on a mangé pendant le repas. Ce qui est particulier, c'est que pendant le repas, je m'aperçois qu'il y a une place, une chaise qui est libre. Et on offre des aliments. Et pendant tout le repas, autant le père et la mère que Keiko parlent au grand-père. C'est assez particulier. Surtout que je n'avais pas été averti de ça. Au début, je me dis, mais est-ce qu'ils sont vraiment en train d'y parler? Et ça m'a rassuré à un moment donné quand on a manqué de tempura, puis le père de Keiko a pigé dans l'assiette du grand-père. Quand on est sorti de là, je dis à Keiko, « T'aurais pu m'avertir que vous alliez parler au grand-père? » Et là, elle me regarde, l'air surprise. « Quoi? Vous ne faites pas ça chez vous? » Non, on ne fait pas ça chez nous. Donc, ce sont des traditions. Il y a beaucoup de choses reliées à la mort, évidemment, et aux funérailles en particulier, mais de l'avoir vécu de l'intérieur, c'était vraiment particulier. Il n'y a pas seulement des superstitions liées à la mort, évidemment, il y a beaucoup de porte-bonheur de toutes sortes. Il y en a un en particulier qui est extrêmement populaire, qui s'appelle un daruma. Qu'est-ce que c'est un daruma? Bien, Daruma, c'était un moine bouddhiste très important au Japon qui, à un moment donné, a décidé de se placer en position de méditation pour l'éternité. Et comme ses bras et ses jambes ne servaient plus à rien, bien, ils sont tombés. La superstition, ce qu'elle dit, c'est que Daruma peut nous aider à ce que nos demandes, nos rêves se réalisent. Fait qu'on achète un Daruma, on peint un œil et là, on fait notre souhait. Et si notre souhait se réalise, bien, à ce moment-là, on peint le deuxième œil. Quand je suis revenu au Québec, après 3 ans passés au Japon, je me suis dit, quel beau cadeau à rapporter à tous mes amis. J'ai rapporté une 20aine de Daruma. J'ai donné ça à une de mes bonnes amies qui l'a offert à son fils. Et son fils a souhaité avoir un vélo. Et curieusement, quelques jours après, il a participé à un concours, c'était un concours de boîtes de céréales, où le gagnant, c'était un dessin. Il fallait qu'il fasse un dessin, et le gagnant gagnait un vélo. Et vous devinez la fin de l'histoire. Et oui, il a gagné un vélo. Et
dans la prochaine lettre que j'ai reçue, elle s'appelait Louise, Louise me dit « Pourrais-tu m'en rapporter une caisse de ce daruma-là? » Parmi les autres superstitions, il y a cet objet qui est un râteau, effectivement. Ça symbolise un râteau qui va servir à racler de l'argent. Ça se vend en début d'année et c'est particulièrement populaire avec les propriétaires de commerce ou propriétaires de restaurants parce qu'on croit que d'avoir ça, bien, ça va nous aider à avoir une réussite financière pendant l'année. Il y en a, celui-là est assez petit, mais il y en a qui sont très, très gros et ils vont coûter jusqu'à 500-600 $. Dans les autres superstitions, on retrouve des superstitions liées au sumo. Donc, le sumo, évidemment, c'est le sport national des Japonais. C'est un sport qui est très ancien. Et vous remarquerez un geste qu'il fait, il lève la patte comme ça. Ça s'appelle shiko. Et ça, c'est pour chasser les mauvais esprits de l'arène de sumo. Très spectaculaire, mais le préparatif est vraiment très, très long. Parmi les autres superstitions, il y en a une à un endroit important, c'est le parc de Nara. C'est un autre endroit où on va avec nos groupes. Et à l'intérieur de ce temple-là, qui s'appelle le Todaiji, qui est la plus grosse construction en bois au monde, il y a cette colonne-là où on voit souvent une filée de personnes qui vont à côté de cette colonne-là et qui vont essayer de passer par ce petit trou-là. Parce que, selon les croyances japonaises, quand on réussit à passer là, ben, c'est un accès direct pour le paradis. Quand je suis allé, ben, j'ai réussi à passer. Ça a l'air tout petit, mais en se mettant un peu de côté, puis en poussant un peu, on réussit à passer. Donc, ça veut dire que, théoriquement, je vais aller au paradis. Je conclus avec cette image-là qui a été prise, c'est un voyage qui a été pris il y a une couple d'années, en souhaitant évidemment que rapidement on puisse retourner visiter tous ces magnifiques pays-là, autant en Asie, en Afrique, en Amérique latine, mais évidemment dans mon cas particulièrement au Japon. C'est la grâce que je nous souhaite et si j'avais un daruma, ben, je dessinerais un œil pour souhaiter que ça se réalise rapidement. Merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt. Merci beaucoup, Pierre Mathieu, pour cette magnifique présentation. J'espère que vous avez apprécié. Et pour terminer, voici un 3 minutes d'un voyage au Japon sur les routes du monde. À bientôt. Bienvenue sur les routes du monde.